Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième et dernière partie du bilan de mes lectures du mois de septembre 2021. Oui, enfin c'est pas trop tôt, c'est la dernière partie, j'ai encore une dizaine de romans à vous présenter. Je vais essayer de faire vite parce qu'en fait il y a eu des suites de séries, des tomes que j'ai enchaînés, donc ça me permettra peut-être d'aller un peu plus vite et de pouvoir ensuite du coup partir sur d'autres vidéos que le bilan de septembre. J'ai encore le book haul d'octobre à vous présenter, le bilan lecture d'octobre et voilà d'autres idées que j'ai, mais on est déjà fin novembre. Je suis en retard, il faut vraiment que je me booste, donc on va commencer. Et c'est parti, regardons tout ça. Dans ma dernière vidéo, je vous disais que voilà, j'avais lu pas mal de Tamara Baliana, donc il y a 4 romans de Tamara Baliana que je vais vous présenter dans cette vidéo. J'ai donc continué par rapport à la dernière vidéo la série du Domaine des Manants, j'avais déjà lu le tome 2. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté le tome 1, j'ai donc enchaîné avec le tome 3 et le tome 4. Donc Je veux un homme qui est un soupçon d'imprévu de Tamara Baliana aux éditions Montlake. Alors, comme je disais aussi dans la dernière vidéo, ce sont des lectures que j'ai appréciées, mais ce ne sont pas mes préférées sur les 4 tomes. J'ai beaucoup aimé les tomes 1 et 2. Les tomes 3 et 4 m'ont plu, mais par rapport effectivement au ressenti que j'avais par rapport au tome 1 et 2, c'était un petit peu moins sympa. Même si vraiment on a des personnages qui sont atypiques, des histoires qui sont uniques pour chacune. Dans le tome 3, on a une Oriane donc, qui est flic et qui est amoureuse de Jules depuis des années. Donc Jules étant le frère de Solène, Solène qui est le personnage du premier tome de la série. Et en fait voilà, elle est amoureuse de lui depuis des années, tout le monde le sait dans le village, sauf Jules. Jules est en couple, il va même demander sa chérie en mariage, donc voilà, ça part pas vraiment d'un bon point, on va dire. Et en fait, voilà, Oriane va décider, enfin, va se retrouver par un concours de circonstances à habiter avec Jules dans une colocation. Et en fait, voilà, elle continue à l'aimer, elle va essayer de se débarrasser quelque part de son amour pour lui, et lui, il va essayer de l'aider à trouver quelqu'un. Forcément, ça va pas se passer comme prévu. Et voilà, j'ai bien aimé cette histoire. Je l'ai trouvée assez sympa parce elle se base sur quelque chose, voilà, auquel on peut facilement s'identifier, ses sentiments qui ne partent pas. Le parcours d'Oriane m'a bien plu, j'ai bien aimé sa personnalité et sa relation à son grand-père. Euh, voilà, ce que j'ai aimé aussi, c'est le petit clin d'œil au prêtre dans l'histoire. Ce prêtre assez jeune et qui peut être confondu avec un laïc. Et ça m'a fait sourire gentiment. Et voilà, c'est le seul, encore une fois, ce que j'ai moyennement apprécié et ce que vous avez pu remarquer peut-être si vous suivez mes chroniques, c'est que Oriane fait un détour en fait par rapport à sa relation avec Jules. Un détour qui m'a un peu laissé perplexe et j'ai pas tellement apprécié ce truc-là, mais voilà, c'est souvent peut-être que c'est quelque chose effectivement pour mieux apprécier le couple principal une fois qu'il s'est mis en place. Mais au final, voilà, c'est une romance que j'ai lue hyper rapidement, sans prise de tête, et qui m'a bien plu. Par contre, je crois que c'est le tome 4 qui du coup m'a le moins plu. Déjà, il parle effectivement d'un sujet qui est pas évident, puisque en fait, cette fois-ci, on rencontre Romy, qui est la dernière en fait des amis qu'on rencontre à partir du tome 2. Léo, Oriane, Romy, et il me semble qu'il y en a une troisième, je ne sais plus comment elle s'appelle. En fait, voilà, chacune, ce sont des célibataires endurcis, elles vont toutes trouver l'amour. Donc ça, c'est chouette. Mais pour Romy, j'ai été perturbée parce qu'en fait, le récit se passe 10 ans après le tome 3. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'il y avait une incohérence dedans parce que les technologies qui sont présentées, enfin, il me semblait par rapport au tome 1, du coup, j'avais l'impression qu'on n'était pas du tout dans le même espace-temps. Et c'était assez perturbant. Puis du coup, j'ai eu plus de difficultés à m'identifier en fait à l'héroïne principale puisqu'elle a 10 ans de plus que moi. Et que du coup, voilà, j'ai eu l'impression qu'il y avait un léger fossé. Mais j'ai lu son histoire voilà, avec grand intérêt parce que j'étais curieuse de savoir ce qui allait se passer. Puisque voilà, Romy étant toujours toute seule à presque 40 ans, elle a envie d'avoir un enfant. Elle va essayer de pas de faire un enfant toute seule, mais de trouver les moyens de faire son enfant. Voilà, elle croit plus en l'amour, elle veut un enfant. Et sur son chemin, elle n'a pas du tout compté qu'il y aurait Alistair, qui est un jeune. Par rapport à elle, c'est un jeune qui va rentrer dans sa vie. Ça va pas être tout simple et je dois avouer aussi que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage d'Alistair dans l'histoire. C'est rare que j'ai du mal avec un personnage masculin, mais là je dois avouer que j'ai eu du mal parce que je l'ai trouvé grossier au début, je l'ai trouvé vulgaire, alors qu'il avait cette espèce de classe anglaise si vous voulez, voilà. Mais là au départ j'avoue que j'ai vraiment eu du mal, ce qui fait que voilà, mon manque d'identification à Romy, son début d'histoire qui me paraissait, enfin ouais, j'ai juste
eu plus de mal à adhérer peut-être à son caractère ou à son parcours parce qu'elle se fait des idées aussi sur un autre personnage. Et voilà, la machine a eu du mal à se mettre en place. Et à la fin, c'était assez drôle parce que du coup, je m'étais prise d'affection pour les deux. Et j'ai trouvé cette fin toute choupinette. Donc voilà. Par contre, c'était effectivement un sujet qui était difficile, cette histoire de faire un enfant toute seule. Et Tamara Baliana, elle a quand même réussi à aborder le sujet, je trouve, avec pas mal de justesse. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, voilà, chacun sa position. Mais je trouvais que voilà, elle a quand même bien renseigné son truc et elle a bien joué sur la psychologie des personnages à ce niveau-là. Et c'était plutôt chouette. Je pense que c'est un des romans les plus engagés qu'elle a fait. Donc voilà, c'était la série pour parler des choses un petit peu engagées, je pense. Et ça m'a... Voilà, c'est le tome que j'ai moins aimé pour les raisons que je vous ai présentées. Peut-être aussi parce que la thématique me parlait moins. Mais c'était quand même une chouette lecture et j'ai beaucoup aimé cette série quand même. Et du coup, je vous reparle de deux autres romans de Tamara Baliana un petit peu plus loin dans le bilan. Nous sommes le lundi 22 novembre et ce matin j'ai publié un avis sur Instagram sur une de mes lectures de septembre parce que oui, je suis aussi en retard sur Instagram, je suis en retard partout. J'ai posté mon avis du coup sur Le collier de la reine d'Alexandre Dumas aux éditions du livre de poche. Donc c'est un livre en fait que j'ai mis longtemps à lire parce qu'effectivement il fait presque 1000 pages. Et puis voilà, c'est de l'Alexandre Dumas donc ça se lit pas comme un Tamara Baliana justement que je lis généralement moins de 24 heures. Mais voilà, celui-ci, j'ai bien pris une semaine, voire 10 jours, sans compter la pause que j'ai fait au milieu. Parce que c'était un livre en fait qui demandait vraiment pas beaucoup de réflexion, mais de la concentration pour relier les fils entre eux. Parce qu'en fait, voilà, Alexandre Dumas, c'est quand même un pro pour dresser des intrigues où on suit plusieurs personnages et en fait tout se rassemble au bout d'un moment. Mais en attendant, il faut suivre les différentes arcanes, si vous voulez, de l'intrigue. Et voilà, moi j'arrivais pas à me concentrer et effectivement voilà, j'ai accouché en plein milieu de ma lecture. Je l'ai laissé pendant quelques jours parce que je n'arrivais pas à me concentrer là-dessus. Je l'ai repris un petit peu plus tard et je l'ai fini du coup avant la fin septembre. Mais ça a été une très chouette lecture. Moi qui suis plus habituée et qui apprécie plus effectivement les romans de Cap et d'épée, donc les Trois Mousquetaires avec Alexandre Dumas, j'avais aussi beaucoup apprécié Le Comte de Monte Cristo. Et bien d'autres en fait de cet auteur. Mais celui-ci, voilà, il a été intéressant. Et pour une fois, la préface était intéressante aussi. J'ai pas trop l'impression qu'elle a biaisé en fait mon regard, parce que généralement je lis pas les préfaces parce que j'ai l'impression qu'elle biaise mon regard sur la lecture ensuite. Je préfère les postfaces. Mais voilà, cette fois-ci, je me suis dit que je pouvais essayer. Et je suis pas sûre que j'ai tout lu. Peut-être que si. Mais cette fois-ci, effectivement, je me suis bien rendu compte que la préface apportait quelque chose sur mon regard, sur la fresque qui est déposée là-dedans. Et c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée parce qu'elle est à la fois... on est à la fois dans le roman et Alexandre Dumas avait vraiment ce chic en fait pour donner un petit peu ce petit point de suspense qui donne envie d'aller plus loin et d'aller voir la suite. Puisqu'à l'époque, il publiait ça en épisode dans un journal, comme Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Et en fait, voilà, enfin, cette fois-ci, on est vraiment il y a tout un pan qui se passe de l'histoire. C'est une fiction, mais c'est tout un pan qui se passe sur comment faire chuter la royauté, comment faire chuter la reine autour de ce collier, voilà, qui fait tant parler de lui. On le veut, on le désire, on le chaparde, on y essaye, on n'y arrive pas. Enfin, il y a énormément de choses, mais tout est savamment orchestré et c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et comme d'habitude, il y a eu un moment où je me suis mise à rire parce que si vous ne le savez pas, Alexandre Dumas, enfin, il a son humour, il fait souvent des petits traits, des pics qui sont des complicités en fait avec le lecteur et il peut avoir aussi des sorties auxquelles on ne s'attend pas. Moi je suis habituée maintenant mais ça me fait toujours rire en fait quand il parle, enfin quand il fait parler un personnage suisse ou un personnage allemand, il lui écrit en fait son accent à l'écrit, donc les B se transforment en P et du coup ça donne des phrases à lire qui sont extrêmement drôles, surtout quand on les dit à l'oral. Donc voilà, j'ai passé un bon moment pour ce genre de choses et j'ai vraiment apprécié jusqu'à la fin cette histoire et je me demandais effectivement ce qui allait se passer, qui allait gagner quelque part, est-ce que l'honneur de la reine allait être sauf, est-ce que voilà, tout ça c'était... Donc je me suis vraiment laissée prendre par la main et embarquer dans cette histoire qui était vraiment très très chouette. Bon, on est d'accord, cette couverture, elle est moche. J'aime pas du tout. Mais le contenu vaut, comme d'habitude, vraiment la peine avec Alexandre Dumas. Donc, n'hésitez pas. Moi, je risque peut-être un jour de relire la saga qu'il a faite, en fait. Parce qu'il y a des personnages qu'on retrouve, en fait, un peu comme les Trois Mousquetaires qui se poursuivent après, avec 20 ans après, et le Vicomte de Bragelonne. Je pense que je relirai toute la série dans le bon ordre pour pouvoir vraiment me faire une image mentale de tout ça. Mais en attendant, les lire un par un, une fois de temps en temps, ça me plaît énormément. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas encore lu Alexandre Dumas, lisez-le.
Parlons maintenant d'un livre qui a été à cheval entre le mois de septembre et le mois d'octobre, mais je vais vous faire l'avis maintenant parce que sinon on n'en finira jamais. Il s'agit du Mal à l'âme d'Alexandra Pupin-Bortoli aux éditions du Cerf. Donc c'est l'acédie de la mélancolie à la joie. Donc si vous ne le saviez pas, en fait l'acédie c'est un des 7 péchés capitaux, ce qu'on confond un peu avec la paresse. Et c'est une maladie effectivement de l'âme qui fait qu'effectivement soit on est trop actif, soit on se laisse un peu aller, on se dit à quoi bon, à quoi tout ça. Donc voilà, c'est une maladie qui est un petit peu difficile à nommer, mais qui est très très présente dans nos sociétés actuelles, ainsi que Alexandra Pupin-Bortoli le dit. Et voilà, j'ai mis du temps parce que les livres sur l'acédie sont toujours un peu difficiles à lire pour moi, même sur les livres spirituels parfois, suivant comment ils sont présentés, voilà. Si je ne me mets pas un coup de pied aux fesses, si je les laisse traîner. Donc celui-ci, avec l'arrivée de notre fille, ben forcément il était en plein milieu. J'ai eu un peu plus de mal parce que j'avais besoin, la nuit en tout cas pendant les tétés, de lire quelque chose qui allait m'accrocher et pas quelque chose qui me fasse réfléchir parce que sinon je m'endormais. Donc voilà, je l'ai lu, je me suis mise un coup de pied aux fesses encore une fois pour le finir. Mais cette lecture a été vraiment très intéressante. Et je me souviens d'un échange avec le libraire de la Procure à Annecy qui m'expliquait qu'effectivement, voilà, c'est toujours un peu difficile de parler de l'acédie sans verser effectivement dans le désespoir quelque part. Parce que c'est vraiment un point qui est assez difficile à aborder et peut-être à éradiquer quelque part dans nos vies. Et en fait, effectivement, on est vraiment passé de la mélancolie à la joie et c'est vraiment un livre qui fait le point sur qu'est-ce que l'acédie, comment on la trouve dans nos sociétés, comment elle peut être démasquée quelque part, les symptômes d'acédie aujourd'hui, la différence entre... C'est une maladie de l'âme, mais voilà, est-ce que c'est un péché, est-ce que c'est une maladie, enfin voilà, il y a plein de choses et voilà dans quelle situation de notre vie elle s'insère et on finit sur une note plus joyeuse et toujours voilà, c'est un livre qui nous élève et voilà que je prendrai plaisir effectivement à relire et voilà comme là maintenant je refeuillette parce que comme je l'ai lu, j'ai absorbé une certaine partie de son contenu mais le relire parfois m'aidera certainement à repointer l'acédie dans ma vie et du coup à lui faire un coup de balai parce que voilà ça a tendance à revenir. On peut très bien se laisser piéger assez facilement. Donc c'est un livre qui est bien fait, avec des chapitres assez courts. Vous voyez, c'est un livre qui n'est pas très très gros et qui est écrit... la mise en page est assez aérée dedans. Donc voilà, mais il est percutant, il a de bonnes phrases, c'est accessible. Et en même temps, voilà, on a pas mal de références qui permettent un petit peu d'élargir le champ. Donc voilà, c'est un essai qui est à la fois vie pratique, qui est accessible et qui est pas mal vraiment pour parler de l'acédie, pour découvrir ce que c'est et pour peut-être vraiment découvrir qu'est-ce que c'est dans nos vies. Donc je vous le conseille parce que spirituellement et on va dire pratiquement parlant, c'est vraiment très très utile et ça fait du bien. Parlons maintenant d'une nouvelle lecture effectivement que j'ai commencé en septembre et terminée en octobre et assez tardivement en octobre, mais encore une fois si on veut que ces vidéos de rattrapage ne durent pas 15 ans, il faut que je le fasse maintenant. J'ai écouté le 7e tome de la série des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc La sœur disparue, lu par Bénédicte Charton. Donc cette fois-ci, effectivement, c'est la sœur qu'on ne connaît pas, Méropée. On connaissait toutes les sœurs, effectivement, de la famille d'Alpléiez. Là, voilà, on ne la connaît pas, donc c'est au moment où les 6 sœurs veulent se rassembler pour faire l'hommage à leur père en partant sur le Titan et partir en Méditerranée pour aller jeter une couronne de fleurs, il me semble, là où... il semble que le cercueil a été jeté. Grâce à l'avocat de la famille, elles vont retrouver la trace de cette sœur disparue. Enfin, il semblerait-il. Donc en fait, ça va être une course-poursuite à travers tout le globe pour retrouver cette sœur disparue, enfin pour vraiment faire la connaissance et lever le mystère sur cette sœur inconnue et partir effectivement en Irlande. Tout ça, on a envie de dire tout ça pour ça. Non mais voilà, il y a toute une course-poursuite et le début est là encore une fois que j'ai trouvé laborieux parce qu'on se dit mais quel personnage on cherche en fait, parce qu'on nous lance sur la piste d'une fille, en fait ça serait peut-être qu'il faut aller voir sa mère, et voilà, on part sur différentes pistes qui sont difficiles, et en plus de ça, Lucinda Riley avait fait le choix de faire parler toutes les autres sœurs. Comment vous dire que c'était largement pas évident. Donc le début a été un peu cafouillis pour moi, j'ai eu du mal, puis je m'étais dit voilà c'est la conclusion, voilà, on va enfin avoir les réponses. Spoiler alert, non. Donc si vous lisez, si vous écoutez, si vous êtes intéressé à la saga des 7 sœurs, sachez que ce n'est pas le dernier tome.
Et là, je suis dépitée. Quand j'ai fini le livre, j'ai fait non, mais c'est pas possible. Mais quoi? Mais zut! Donc voilà, il y a encore un tome, je ne sais pas s'il est sorti, il me semble qu'il est sorti en anglais, il faudrait que je me renseigne un peu mieux, peut-être que je vous mettrai ici du coup en barre d'infos s'il y a des infos, si c'est sorti ou pas, ou alors je vous mettrai peut-être en barre d'infos si vous ne voyez pas de commentaires ici. Et voilà, j'étais extrêmement dépitée parce que c'est quand même une série longue avec, soyons honnêtes, des tomes longs, épais, enfin longs à écouter aussi, et on n'a pas les réponses. Donc maintenant, du coup, j'ai le somme, comme on dit, je veux savoir la fin. Alors j'espère, voilà, puisque Lucinda Riley est décédée, je ne sais pas si elle a eu le temps d'écrire ce dernier tome, s'il sera publié, j'ai beaucoup de questions. Et voilà, par contre, sur le tome en lui-même, c'était assez intéressant. Je comprends pas encore effectivement comment ça se fait que cette sœur-là a pu être retrouvée, mais son histoire était assez intéressante parce que il a fait écho en fait à un livre que j'ai lu et que je vais vous présenter juste après, qui parlait aussi de l'Irlande et de la même période en fait que ce que Lucinda Riley a présenté. Du coup, j'ai peut-être moins adhéré parce que dans l'autre livre, c'était beaucoup plus expliqué, beaucoup plus romancé, pas dans le sens romance, mais dans le sens romanesque. Du coup, j'ai eu un petit peu de mal, ça faisait à la fois écho, du coup j'étais pas du tout perdue, je retrouvais des choses que j'avais déjà lues dans l'autre livre, mais j'ai moins adhéré à la manière dont c'était présenté. Après voilà, ça restait quand même intéressant et je pense que la narration par Bénédicte Charton a beaucoup aidé. Je pense que la version audio m'aide beaucoup à apprécier quand même certains livres que j'aurais peut-être abandonnés si je les avais lus en papier. Mais voilà, pour moi c'était une lecture, voilà, je suis déçue parce que j'ai pas le fin mot de l'histoire. Je suis déçue. Mais voilà, c'était quand même intéressant. Mais voilà, comme il manque des éléments, je suis extrêmement sur ma faim et je crois que c'est là-dessus que je reste. Même si j'ai apprécié faire ce voyage et découvrir cette sœur disparue, j'ai plus de questions que je ne suis voilà, satisfaite de la fin de ma lecture. Mais c'était un tome intéressant malgré tout. Parlons maintenant d'un livre que j'ai reçu grâce aux éditions de l'Emmanuel et que j'ai lu voilà, pour eux. C'était un service presse que j'étais très contente de faire. Il s'agit de Soyez toujours joyeux et riez sans cesse de Josette Chalier. Donc voilà, aux éditions de l'Emmanuel. En fait, je n'avais pas demandé à le recevoir, mais j'étais très très contente parce que j'aime énormément ce genre de recueil. En fait, ce sont des recueils avec des, des petites anecdotes ou des blagues voilà, chrétiennes. Et ça me plaît toujours énormément. Voilà, pour se dire qu'effectivement, les chrétiens, on a de l'humour et on aime rire. Puis qu'il y a certains saints, certains prêtres qui ont un sens de la répartie qui est tout à fait décapant. Moi, ça me plaît énormément. Et que voilà, il faut partager la joie aussi et ça passe par là. Donc voilà, c'est un recueil que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, ce que j'ai aimé, on l'a lu en fait très précisément en salle d'accouchement. Je l'avais emmené dans mon sac de maternité. J'avais dit à Thibaut, je sais pas comment je vais réussir à lire. Je prends ma liseuse au cas où j'ai envie de lire à la maternité. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. Et j'avais pris celui-là parce que justement, comme ce sont vous avez des petites blagues, voilà, c'est à chaque fois qu'il y a un paragraphe, en fait, quasiment, c'est une nouvelle blague ou une nouvelle historiette. Donc, je me suis dit, ça sera parfait. Je pourrais piocher, lire une page, m'arrêter, voilà, si vraiment j'ai besoin. Et en fait, on l'a lu en salle d'accouchement, puisque j'ai accouché Je suis arrivée à 23h à la maternité, enfin 22h, et du coup, j'ai accouché le lendemain matin. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, est-ce que tu peux me lire, parce que j'arrivais pas à lire, est-ce que tu peux me lire une petite partie du livre? Ça m'aidera à faire passer le temps et du coup ça nous a aidé à rester éveillés jusqu'à ce que notre fille arrive. Donc voilà, ce livre restera à jamais le livre de la naissance de ma fille. Et du coup j'ai un gros attachement pour ça parce que ça nous a peut-être aidé à le vivre aussi plus sereinement, de manière plus joyeuse, parce qu'on était effectivement dans ces trucs-là. Et c'était fun de le partager avec mon mari aussi. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ces petites histoires. Je les partage parfois avec d'autres personnes sur notamment des homélies qui peuvent être reprises dans des feuilles paroissiales. Mais voilà, c'était vraiment une très chouette lecture et qui nous invite vraiment à... Vous voyez là, j'ai un énorme sourire, je vous en parle avec beaucoup de joie. Parce que voilà, pour moi, c'est vraiment un livre qui invite à la joie et à la joie dans le Christ, voilà, à la fraternité quelque part. Donc je vous le conseille. Bien largement parce que c'est un gros succès pour moi et même pour mon mari aussi. Retour maintenant à des livres de Tamara Bayana puisque je me suis lancée en fait dans sa nouvelle série Les Frères Rossi et que j'ai lu le tome 1 Livio et le tome 2 Matteo. Alors, je sais pas si je peux dire que je suis
un petit peu déçue de cette nouvelle série. Ça se lit effectivement, c'est toujours du Tamara Baliana. Enfin, moi j'aime vraiment ce qu'elle fait, je suis prise dans ses histoires, ça se lit très très vite, un peu comme un bonbon, ça se savoure, voilà. Ça fait du bien. Mais pour le tome 1, pour Livio, j'ai eu l'impression effectivement de retrouver un schéma que je connaissais et que j'avais beaucoup apprécié dans Cupcake and Cocaine de Fleur Anna, qui a été mon premier coup de cœur de l'année 2021. Alors du coup c'était un petit peu... Au final effectivement l'histoire est pas la même. Livio n'est pas du tout le même personnage que dans Cupcake and Cocaine, mais voilà, il y a eu des scènes qui ont été un peu semblables, ou voilà, des points, des péripéties qui étaient semblables, et ça m'a perturbée parce que du coup j'ai eu l'impression que voilà, j'avais déjà vu quelque part ce point-là. Et peut-être que j'ai eu un petit peu plus de mal à adhérer au personnage de Roxane, parce que je sais pas, voilà, je la trouvais trop, pas filante, mais si vous voulez, elle essaye d'échapper à chaque fois à Livio, donc je sais pas, j'ai un peu moins apprécié, même si effectivement je l'ai lu, je l'ai dévoré et que j'ai passé un très bon moment de lecture, comme d'habitude, et que j'ai bien aimé la manière dont c'était mis en place. Peut-être aussi que comme ça se passe très très vite, j'adhère moins en fait aux histoires qui se passent très très vite, même la seule exception, et encore, ce sont généralement les romances de Noël qui se passent sur un laps de temps très court. Mais là, effectivement, j'ai trouvé ça, je suis toujours un petit peu chagrine de voir que ça se passe très vite, parce que pour moi, c'est un manque de réalisme de voir que là, effectivement, au bout de 2 semaines qu'ils se connaissent, ils emménagent ensemble et je suis là. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, enfin, je crois pas. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais j'ai quand même apprécié cette histoire. Et puis il y a eu quelques punchlines pas mal, comment dire, quelques répliques bien senties. Donc ça, c'était très agréable. Et puis encore une fois, voilà, c'est un récit qui est très dynamique, qui se lit très très vite. Et c'était plutôt chouette. L'ambiance qui se dégage de ces livres, en tout cas du premier, et qui se retrouve effectivement dans le tome 2, est très chouette. Le tome 2 a une ambiance bien différente, puisque cette fois-ci, effectivement, on suit Matteo. Matteo qui est intrigué par Joséphine. Joséphine est une médecin de l'hôpital urgentif, enfin, qui travaille souvent aux urgences. Et en fait, voilà, il est très intrigué par cette femme, voilà, et en fait, il va un soir qu'elle est chez ses parents, elle va prendre un bain, et en fait, le toit de la maison va s'effondrer. Elle est dans sa baignoire, et en fait, lui il est pompier. Et il va venir la secourir, et la moitié nue, voilà. Enfin, c'est comme ça qu'ils vont un peu se rencontrer et se recroiser ensuite. Et ça donne une histoire que j'ai trouvée plutôt sympa, avec un rebondissement auquel je ne m'attendais pas du tout. Et j'ai aimé ce contexte urgence, pompier, enfin voilà, ce domaine-là a été peut-être plus intéressant effectivement que Livio à lire, et je me suis pris d'affection autant pour Joséphine que pour Matteo. Chacun pour leur histoire, chacun pour leur manière de voir les choses, et j'ai apprécié que ça soit quelque part Joséphine qui mette de gros freins à l'histoire, et qui finalement se laisse convaincre. Voilà, c'est pas tout de suite, elle est amourachée, voilà, c'est vraiment, il y a un gros blocage, et puis le blocage va se déployer doucement, et pour que peut-être ça s'inverse, il y a tendance à s'inverser au bout d'un moment, donc voilà, j'ai vraiment pris du plaisir à lire cette histoire. Elle m'a marquée d'ailleurs, je m'en souviens encore bien maintenant, et j'ai l'impression d'avoir les images, et si vous voulez vraiment d'avoir été sur les lieux là où ça se passait, tellement c'était vivant pour moi. Donc c'est vraiment, dans les 2 tomes, déjà c'est celui-ci que je préfère. Déjà j'ai hâte de lire la suite, soyons honnêtes. Mais voilà, pour moi le tome 2 était plus appréciable que le tome 1, voilà, pour des raisons qui me sont propres, et parce que j'ai mieux croché au caractère de Joséphine et de Matteo. Et puis voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vais donc passer à la dernière lecture de ce mois-ci, histoire qu'on passe à autre chose. Est-ce que c'était la dernière lecture? Non, c'est l'avant-dernière. Mais le dernier, c'est un manga, ça ira vite, j'espère. Alors, l'avant-dernière lecture du mois de septembre, ça a été La vie rêvée du postpartum de Anna Roy. Roy. Avec la collaboration de Caroline Michel, donc aux éditions Larousse. Alors, effectivement, ce livre, c'est une copine qui me l'a conseillé. Voilà. J'avais beaucoup d'appréhension sur le postpartum, comme sur la grossesse, comme sur la parentalité, sur plein de trucs. Tant qu'on n'y est pas passé, on fait que appréhender. Mais ce livre, voilà, a été pas mal pour répondre à certaines de mes questions, ou peut-être voilà, pour rassembler des informations que j'avais pu lire en fait sur internet, ou qu'on m'avait partagé effectivement avec d'autres copines, d'autres connaissances. Et voilà, ce livre a été sympa je l'ai lu, effectivement, j'étais déjà en postpartum, et j'étais rentrée à la maison. Mais voilà, mettre des mots sur peut-être ce que j'avais déjà vécu, et se dire c'est normal, ça se passe comme ça, et rappeler qu'effectivement il n'y a pas
il n'y a pas d'universalité. Il y a peut-être des choses qui se retrouvent, effectivement la douleur après l'accouchement, voilà, les hormones. On ne va pas tous vivre une dépression postpartum, ce que j'étais effrayée de vivre. Je ne l'ai pas vécu. Mais voilà, mettre les points sur les i en fait sur pas mal de sujets a été très intéressant. Et voilà, il y a tout un, comment dire, une table de matière qui permet, voilà, qu'est-ce que c'est que le postpartum, comment ça se passe les premiers jours, qu'est-ce que, voilà, le baby blues, tous ces trucs, et comment ça se passe pour mon corps, en fait, après tout ça. Et puis, voilà, donc c'est un livre qui est vraiment fait pour rassurer, je trouve, les femmes, peut-être pour apprendre aussi des choses aux hommes, mais je l'ai trouvé bien fait, et il est à la fois, voilà, très... j'ai eu l'impression qu'on avait à la fois des questions et des réponses, donc voilà, c'est comme si on avait un dialogue, donc il est bien fait. Il n'est pas très long, les informations sont pertinentes, et puis voilà, il rassure bien. Donc il va rester dans ma bibliothèque celui-là, parce que la plupart des livres en fait que j'ai achetés sur la grossesse, sur l'accouchement, tout ça, je les ai revendus après parce que j'en avais plus besoin. Mais celui-ci, je pense que je le garderai parce que peut-être que voilà, j'aurai des questions dans quelques mois, dans quelques semaines que j'aurais oublié. Et au lieu d'aller piocher sur internet des machins qui vont me faire peur, je reviendrai peut-être là-dedans. Mais en tout cas, voilà, c'était un livre qui m'a fait du bien et que j'ai lu, je pense, au bon moment, même si j'aurais peut-être pu le lire déjà avant d'accoucher, ça m'aurait peut-être rassuré un peu mieux, ou pas. Parce que c'est vrai que voilà, quand on lit des choses sur l'après, tant qu'on n'a pas vécu l'accouchement en soi, ça peut faire peur aussi. Mais voilà, c'est un livre que je vous recommande parce qu'il est bien fait. Il n'est pas trop compliqué et même s'il n'aborde pas tous les sujets, il va quand même à l'essentiel et ça c'est bien. Et enfin voilà le dernier livre en fait que j'ai lu pendant le mois de septembre. Il s'agit du tome 10 de Perfect World de Rie Haruga, donc aux éditions Akata. Ça faisait des mois, des années en fait que je devais lire ce tome 10. Au moins un an, oui, au moins. Que je ne m'étais pas penchée sur la suite, alors qu'effectivement les 12 tomes de la série sont sortis, que c'est une série que j'ai énormément appréciée, parce que si vous ne le saviez pas, voilà, en fait ça parle d'une romance entre un homme qui était en fauteuil roulant, qui est devenu tétraplégique, et elle, qui le connaissait en fait au lycée, qui avait eu un crush sur lui, et qui le retrouve effectivement en fauteuil, et en fait ils vont tomber amoureux, retomber amoureux, se découvrir, vivre les difficultés du handicap au quotidien. Et voilà, donc c'est une série que j'ai trouvée très très touchante, déjà dès le début, et quand j'ai commencé à la lire, je travaillais encore en éducation spéciale, donc je le trouvais très juste, très pertinent, et il me parlait bien, enfin voilà, de toute façon en plus les shoujo ça me parle, mais voilà, il était plein de délicatesse, et il parlait de sujets sans le faire de manière crue, donc voilà, c'était vraiment très juste, et ça m'a beaucoup plu. Aussi, il aborde le regard des autres en fait sur la société. Et là, en fait, dans ce tome-là, je m'y attendais pas, soyons honnêtes. En fait, ce couple qui s'est marié, finalement, va voir, en fait, effectivement, le problème d'avoir un enfant. Comment ils vont faire pour avoir un enfant, est-ce qu'ils sont capables, par quel biais ils vont passer, est-ce qu'ils vont faire de la PMA, de la procréation médicalement assistée, voilà, est-ce que ça va marcher, est-ce que, voilà... Toutes ces questions-là sur la parentalité, sur comment devenir parent, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils le veulent vraiment, par quels moyens, qu'est-ce qu'ils sont prêts quelque part à sacrifier et à investir dedans. Donc ce livre, enfin ce 10e tome a été, je crois que je l'ai lu peut-être au bon moment, parce qu'effectivement là j'étais déjà maman, j'avais ma fille pas très loin de moi quand je disais en pleine tétée la nuit. Et j'ai à la fois apprécié et redouté quelque part ce revirement, parce que c'est pas tout rose. Cette série n'a jamais été toute rose, et voilà. Alors je vous parlerai du coup des tomes 11 et 12, parce que j'avais acheté les 3 en même temps. Mais je les ai lus du coup début octobre, donc je vous parlerai des tomes 11 et 12 après pour la conclusion. Mais voilà, je l'ai trouvé encore une fois abordé de manière juste, même si effectivement là on s'approche. On voit que tout n'est pas facile et que vraiment, voilà, l'auteur elle n'a pas voulu verser dans l'idyllique, dans l'utopiste, elle a presque frôlé le drame, mais de manière très douce encore une fois. Donc je trouve les dessins sont magnifiques et l'histoire est vraiment très très touchante. Du début à la fin, elle est incroyable, donc je peux que vous la conseiller, vraiment vraiment. Voilà, avec tout ça, on a enfin terminé le bilan de septembre. C'était la dernière partie. Normalement, si tout va bien, je vais vous publier effectivement cette dernière partie
avant la fin novembre, ce qui fait que j'aurai encore tout octobre à vous faire pour le mois de décembre. Je suis en retard, il faut vraiment que je me magne. Mais voilà, vous serez assurés d'avoir du contenu bientôt. Je vais essayer de prendre de l'avance puisque mon mari va bientôt recommencer à travailler et que là pour l'instant il s'occupe de notre petite, donc ça me laisse le champ libre. Mais voilà, je vais faire en sorte que vous ayez au moins une vidéo par semaine dans les prochaines semaines. Et voire plus, peut-être, on verra bien. Dans l'immédiat, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, s'il y a des livres qui vous font envie ou voilà, d'autres qui vous intéressent, si vous les avez lus, pas lus. N'hésitez pas à réagir effectivement par rapport à ça. Je vous retrouve donc très très bientôt pour, je ne sais pas encore si ce sera le book haul, un bilan ou autre chose, mais on se retrouve très très vite pour un nouveau contenu livresque. Et en attendant, je vous fais de gros poutous et je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en bon ou non.